Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Difficile de faire une émission comme celle-ci alors que nous sommes encore tous sous le choc de ces 3 journées effroyables qui ont commencé par le massacre de la rédaction de Charlie Hebdo et qui viennent à peine de se terminer dans une boutique cachère de la banlieue parisienne. Nous avons tous perdu ces jours-ci des êtres chers. 4 d'entre eux étaient venus dans cette émission. Et puis il y a tous ceux que nous ne connaissions pas. Ceux qui sont blessés. Néanmoins, il est temps maintenant de commencer à réfléchir. La question que nous allons nous poser ce soir, c'est comment résister à l'intimidation. Et pour y réfléchir, pour y répondre, eh bien, nous n'avons pas invité des experts, mais des artistes et des intellectuels qui se posent des questions, comme nous tous, et qui vont y apporter des réponses. Je vous les présente tout de suite. Catherine Clément, philosophe et romancière. Vous avez écrit une 60aine de livres, dont certains, comme Le Voyage de Théo, furent des succès internationaux. Les 2 derniers sont un dictionnaire amoureux des dieux et des déesses, qui nous rappelle qu'ils sont nombreux et qu'ils méritent tous, à vos yeux, une majuscule. Et un roman, Aimons-nous les uns les autres, sur la Commune de Paris. François Guéry, vous êtes philosophe également. Vos travaux portent notamment sur la question du terrorisme, de la menace, de la peur. Vous êtes l'auteur, entre autres, de Haine et destruction. Et le 21 janvier paraîtra Archéologie du nihilisme de Dostoïevski aux djihadistes. C'est sur cette politique du meurtre née en Russie à la fin du XIXe siècle et qui trouve aujourd'hui son expression dans ce que vous appelez la rage de détruire. Gérald Garuti, auteur et metteur en scène de théâtre, vous travaillez en France et en Angleterre. Vous avez notamment mis en scène cette année Raïm à la lumière d'un violon, dont vous êtes l'auteur, c'était à la Salle Gaveau, Les carnets du sous-sol d'après Dostoïevski, et enfin Lorenzaccio d'Alfred de Musset, avec 30 comédiens. Ce sera à Versailles, au Théâtre Montansier, à partir du 7 février, et en tournée en France. François Espéré, ancien gendarme, vous avez le grade de commandant. Vous avez tiré de votre expérience un premier livre paru l'année dernière, intitulé Larron, un long récit en vers de la poésie épique, comme Allen Ginsberg ou l'Iliade et l'Odyssée. Un second livre vient de sortir, il a pour titre Gagneuse. C'est sur le monde de la prostitution, tel que vous l'avez connu au cours de vos enquêtes. Éric Dupond-Moretti, qu'il n'est plus nécessaire de présenter, vous êtes l'un des plus célèbres avocats pénalistes de France. Kautar Archi, sociologue et romancière, vous venez de publier votre 3e roman. À l'origine, Notre Père obscur, qui raconte l'histoire d'une jeune femme enfermée depuis son plus jeune âge dans la maison des femmes, où les hommes mettent à l'isolement toutes celles qu'ils soupçonnent d'avoir attenté à la loi patriarcale. Christian Scaretti, metteur en scène, directeur du TNP de Villeurbanne. Vous en êtes à plus de 60 mises en scène depuis plus de 30 ans. Shakespeare, Brecht, Pirandello, Alain Badiou, Corneille, Jean-Pierre Siméon, Claudel, Strindberg, Victor Hugo, Ionesco font partie de vos auteurs de prédilection, ainsi que Michel Vinaver, dont vous allez créer la nouvelle pièce Bettencourt Boulevard à Villeurbanne en 2015. Enfin, Michael Foessel, titulaire de la chaire de philosophie à l'école polytechnique. Vous avez beaucoup travaillé sur les concepts de méchanceté, sur le problème du mal. Vous êtes l'auteur, entre autres, d'État de vigilance, critique de la banalité sécuritaire, et d'Après la fin du monde, critique de la raison apocalyptique. Alors, il y aura peu d'images ce soir dans cette émission. On en a vu beaucoup au cours de ces 3 jours. On n'a pas eu envie de les trier, de les sélectionner. Je vais néanmoins vous poser beaucoup de questions. Et la première, c'est à propos de la peur. Est-ce qu'il faut avoir peur? Qu'est-ce qui est sage aujourd'hui dans des situations comme celles que nous venons de traverser? Est-ce que c'est d'avoir peur ou c'est de ne pas avoir peur? Michael Foessel. Je crois que ce qu'il faut éviter, c'est que la peur ne devienne ce que les terroristes veulent qu'elle devienne, c'est-à-dire la terreur. Et bien sûr, il y a toute une tradition qui consiste, et des convictions aussi, des croyances qui consistent à dire que la peur, après tout, c'est la passion la plus raisonnable parce que c'est celle qui nous porte vers l'avenir, c'est celle qui nous fait présumer, envisager les choses telles qu'elles peuvent se dérouler. C'est la passion du calcul. Après tout, effectivement, on pourrait penser que la peur ou sans peur, l'être sans peur, c'est celui qui précisément est incapable de trouver un rapport au monde un peu apaisé, un peu rationnel. Mais je crois qu'aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, je veux dire précisément aujourd'hui, la peur doit être combattue
comme l'ont combattu d'ailleurs ceux qui l'ont payé de leur vie, parce que précisément le but des terroristes en général, c'est que cette peur nous empêche non seulement d'agir ou de réagir ou d'agir autrement que dans une pure réaction, mais parce que la peur n'a pas en elle-même le principe de sa mesure, d'une certaine manière. La peur, c'est aussi ce qui fait que nous allons pouvoir, dès qu'elle devient terreur, en tous les cas, nous refuser au monde, nous refuser aux autres. Et il me semble que la leçon, si tant est qu'on puisse parler de leçon à partir d'événements aussi tragiques, que nous pouvons retirer à l'instant où nous parlons, c'est que précisément la peur n'est pas toujours bonne conseillère et qu'au nom de la prudence, on a parfois, ou de la précaution d'ailleurs, on a parfois tendance aussi à nier les libertés. Catherine Clément? Moi, j'ai fait l'expérience de la peur plusieurs fois dans ma vie. D'abord à la fin de la Première Guerre mondiale, et puis en Inde où j'ai vécu. À la fin de la première? De la deuxième, oui. Je sais que je suis vieille, mais peut-être pas à ce point-là. Oui, je sais. Pardon. Et puis en Inde où j'ai vécu à l'époque du terrorisme sikh, dans une ville en état de siège pendant plusieurs années, et j'étais en plus sur une liste terroriste. Donc j'ai eu à affronter ce truc-là. Mais entre l'insouciance et la peur et le panique, il y a la vigilance dont Michael Flossel, sur laquelle il a écrit. Et la vigilance, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être très particulier. C'est-à-dire ça finit par devenir une sorte de réflexe. Et on s'y habitue très bien. C'est pas terrible, c'est pas si grave que ça. Ça s'apprend. Ça s'apprend, la vigilance. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir à apprendre. Christophe Caretti? Bah oui, je pense un peu la même chose, enfin ce qui a été dit là, voilà. Non, je vais repréciser ma question, parce que tout le monde a fait un principe qu'il ne faut pas avoir peur, et ça semble évident. Mais dans un pays comme le nôtre, qui vit en paix, le surgissement d'une telle violence, dont on a bien vu qu'il suffit de quelques personnes déterminées, ça peut surgir comme ça à n'importe quel moment. Et à ce moment-là, comment se défendre contre ça? On voit bien que c'est très très difficile. Donc il paraît logique de pouvoir avoir peur. Et c'est à cette possibilité même qu'il convient de répondre. Je ne sais pas comment y répondre. En réalité, je ne sais même pas comment j'y répondrai moi-même. Je n'ai pas un diagnostic absolument sûr de ce que je suis. Je ne suis pas sûr par exemple, de ne pas être lâche. J'en suis pas certain. Ce dont je suis certain, par contre, c'est peut-être l'usage de mon art qui me l'apprend, c'est qu'il faut se méfier des émotions. Voilà, et que je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre émotion et raison. Finalement, la réponse, vous l'avez apportée au début de l'émission en disant il faut réfléchir. Réfléchir, penser. Au fond, c'est peut-être l'activité de penser qui me fait pas peur de la peur. Voilà. Si je fais une mise en abîme, c'est plutôt cela. Après, je peux absolument pas savoir, c'est une chose intime. Je ne sais pas du tout comment je suis capable de réagir. Je n'en sais rien. Vraiment. Gérald Garuti? Je pense que la peur ne se commande pas, mais qu'elle peut se maîtriser. Qu'en tout cas, elle peut se surmonter. Et si elle ne se mue pas en terreur, comme vous l'avez dit, stade où effectivement elle pétrifie, elle empêche de penser, de vivre, elle empêche tout, elle détruit, et c'est effectivement une stratégie de guerre que de terroriser, eh bien, si elle peut peut-être effectivement éveiller, c'est le terme de vigilance que vous avez évoqué, c'est-à-dire proposer un discernement. Et ce discernement, c'est ce qui permet, à mon avis, de commencer à trouver le socle, les armes, et donc une forme de réponse. Et donc je pense qu'effectivement, la peur peut agir comme un signal. Je ne pense pas qu'il ne faille pas avoir peur. Je pense qu'il faut avoir peur. Je pense qu'il faut savoir que faire de cette peur et comment transformer cette peur en autre chose. Et comment arriver à vivre avec cette peur. Les héros ont peur. Le courage n'est pas incompatible avec la peur. Les résistants avaient peur. Mais faut-il avoir peur tout le temps? Parce qu'encore une fois, cette violence, comme on l'a vu, peut surgir à n'importe quel moment. Donc est-ce qu'on... François Espéré? Il ne faut pas s'interdire d'avoir peur, mais il faut se méfier de la peur imposée socialement, et notamment par les médias, de manière uniforme à tous. Et il faut revenir à une peur individuelle, animale, qui à ce moment-là nous informe du danger. Je pense que les victimes de l'attentat et les gens du GIGN et du RAID qui ont mené l'assaut ont eu peur. Et je pense que ceux qui n'ont peut-être pas eu peur, c'est les terroristes, pour toutes sortes de raisons. Donc dans toute cette affaire-là, la peur fait partie de ce qui signe l'humanité. La peur permet de survivre et la colère permet de se révolter contre l'injustice. Donc acceptons la peur comme un marqueur de notre humanité, évitons qu'elle prenne un monopole radical sur nos vies
essayons de garder la spécificité de nos peurs chacun individuellement, évitons de nous faire imposer une peur seconde par BFM, et la peur restera constructive, et elle restera un marqueur de l'humanité face à des gens qui n'ont plus peur parce qu'ils sont de moins en moins des êtres humains. Et la colère, puisque vous venez de l'évoquer, il faut l'accepter aussi, la colère ? J'accepte la colère comme la peur, c'est-à-dire je les accepte comme des sentiments qui sont capables de mettre en mouvement l'être humain et de lui faire résister à toutes les formes totalitaires ou anti-humaines, comme le désir aussi. Je la mets dans cette famille de sentiments qu'il faut accepter et qu'il faut sans doute maîtriser, mais qu'il est fou et dangereux de nier. François Guéry ? La tradition sur la peur, c'est un véritable trésor qu'à mon avis, il faut savoir exploiter et réactiver. Alors ça a déjà été mentionné, Aristote a dit sur la peur des choses fondamentales. Il fait évidemment de terreur et pitié le ressort de la tragédie, c'est-à-dire du sentiment de la douleur des autres. Plus encore, il fait de ce sentiment de la douleur des autres la clé de notre propre douleur et donc la clé de la conscience que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Et je voudrais citer un autre auteur, il s'agit de Hans Jonas dans le principe de précaution, qui dit que ce dont nous avons peur est le véritable révélateur de ce que nous voulons. Parce que dans la peur, nous savons ce que nous ne voulons pas. Et il estime qu'entre le désir, qui au fond est assez pauvre en éclaircissement sur nous-mêmes, et la peur qui au contraire est un choc et une révélation, c'est en fin de compte la peur qui nous apprend le plus sur nous-mêmes et il en fait même une entrée dans l'éthique. Vous avez prononcé le mot de précaution. La peur, très souvent, nous oblige à prendre des précautions. Or, c'est de ce dont il va être question maintenant, des précautions qu'il faut prendre, qu'il aurait fallu prendre. Ça, on en parlera certainement plus tard. Mais puisque nous en sommes là, est-ce que la peur est génératrice de bonnes précautions, Michael Fessel ? C'est un de vos thèmes. Pas toujours, parce que, comme vous l'avez rappelé, la peur, bien sûr, il ne s'agit pas de savoir s'il faut ou pas avoir peur, c'est une marque d'humanité, de finitude. Par contre, il faut quand même noter qu'il y a des politiques de la peur. C'est-à-dire que la peur, c'est pas simplement un fait naturel, c'est pas quelque chose qui nous ramène à notre condition. Il y a aussi toute une série de moyens médiatiques, politiques, policiers, pour nous rappeler, et parfois alors antipolitiques et terroristes, pour nous rappeler à une sorte de peur permanente. Or, ce qu'il y a de politiquement troublant, mis à part, en plus, disons, du caractère névrotique de cette peur permanente et des douleurs qu'elle entraîne, c'est qu'on ne fonde à mon sens, aucune communauté sur la peur. La peur, c'est beaucoup plus ce qui nous isole que ce qui nous rassemble, et que par conséquent, l'idée qu'on pourrait simplement ramener la politique, le principe de précaution, et alors évidemment, par rapport au terrorisme peut-être, la tentation qui va apparaître, qui a commencé déjà à être énoncée de nouvelles législations, ce qui pourrait évidemment être au moins discutable, c'est de légitimer par la peur, qui est la chose la plus naturelle au monde, de nouvelles protections, un terme qu'il faut prendre évidemment avec toutes les précautions pour le coup d'usage, parce que, encore une fois, la peur, pour y répondre, on peut évaluer, on peut imaginer n'importe quel type de législation, et on retrouvera très vite quand même le débat qui est classique, peut-être un petit peu éculé, mais qu'il faut quand même rappeler, même aujourd'hui, le débat entre liberté et sécurité. La demande de sécurité, c'est une demande qui, évidemment, dans un jour comme celui-ci, doit être entendue, doit être écoutée. Et qui est humain. Et qui est tout à fait humaine, mais qui, malheureusement, d'un point de vue politique, malheureusement, n'a pas de limite. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on peut sacrifier quantité de choses à la sécurité, et il me semble que c'est précisément dans des situations aussi dramatiques qu'aujourd'hui, des situations qui appelleraient spontanément au développement général de la peur, qu'on doit garder une certaine mesure par rapport à ce que la peur ne nous donne, à ce à quoi la peur ne répondra pas, c'est-à-dire tout de même la question de savoir ce que nous sommes en droit et ce que nous voulons accepter du point de vue de l'État, du point de vue de notre vie sociale, du point de vue politique, dès lors que nous sommes confrontés à des événements de ce genre. Réaction ? Oui, François Guéry ? Oui, je voudrais dire une chose, c'est que la peur peut fonder une communauté, et même dans cette même tradition philosophique qu'on est en train de remuer, il y a un cas qui est quand même singulier, c'est lorsque Hobbes dit que le contrat social procède de la peur que chacun a de l'autre
ce qui l'amène à élire un arbitre, c'est-à-dire un acteur de la loi commune. Donc que la peur ne crée pas une communauté, je n'en suis pas si certain. Et je me demande si la peur mutuelle, là il ne s'agit évidemment pas de la peur de l'étranger, de l'ennemi, du corps étranger qui vient détruire ce que nous sommes. Il y a une peur fondatrice et elle n'est pas... parce qu'évidemment, c'est surtout ce qu'on retient. La peur qui terrorise, la peur qui humilie, qui atterre, qui fait dresser les cheveux sur la tête, donc les phénomènes physiologiques. Mais lorsque je dis j'ai peur pour toi, lorsque je dis j'ai peur de ne pas être à la hauteur, lorsque je dis j'ai peur au sens du respect, du sacré, je n'évoque aucun phénomène physiologique. Dans le cas de la peur pour les autres, il n'y a rien qui soit atterrant, paralysant. Il n'y a pas le phénomène dont le langage a fait en quelque sorte le cœur de la peur, alors qu'il y a lieu, à mon avis, d'ouvrir le débat. Gérald Garutti ? Il me semble que la peur, ici, n'est pas abstraite. C'est une forme de terreur qui nous a tous frappés, qui nous a tous choqués. 66 millions de blessés dans cet attentat. Et c'est une terreur qui a frappé des êtres de liberté. Ceux qui sont morts, je parle du premier attentat à Charlie Hebdo, étaient des êtres de liberté de pensée, de liberté critique, des artistes et dessinateurs qui, par leur insolence, depuis des années, depuis des décennies pour certains, ont peuplé nos imaginaires, nos vies, ont éveillé notre sens critique et, d'une certaine manière, ont été un cœur vivant de cette démocratie, puis il faut bien employer ce nom-là. Donc, c'est bien une forme de liberté qui a été ici blessée. Et le combat est un combat extrêmement ancien entre une forme de liberté et une forme d'oppression, si on revient à une chose canonique. Et la terreur, en l'occurrence, cette terreur qui écrase, qui soumet, elle vise à écraser toutes ces formes de liberté, de pensée, d'expression, au nom d'une idée ou d'une autre. Mais en tout cas, si on prend le fil de ces idées ou des régimes de terreur, il y a des cas de régimes de terreur qui ont voulu interdire toute liberté, et ici, dans un état de droit, c'est des idées de terreur qui frappent et qui frappent et qui tuent. Donc, c'est de cela dont on parle. C'est pour cela que nous sommes réunis ce soir, pas pour la peur en général, mais pour cette forme de peur-là. Et donc, à partir de là, je pense qu'en réponse à cette terreur, un travail de prise de conscience, de savoir ce qui nous unit, le sursaut national qu'il y a depuis maintenant 2 jours, le sentiment de communion qui n'est pas arrivé depuis peut-être quoi ? La libération ? Si j'essaye... Je n'y étais pas, madame, mais je me dis qu'en tout cas, un sentiment de telle union nationale, un sentiment d'être blessé dans une identité républicaine, démocrate. Donc, il y a bien quelque chose qui fait que nous sommes questionnés sur ce que nous sommes et ce qui nous unit. Et là, cette peur-là, plutôt cette conscience-là, est activée par une peur que si nous la convertissons en action, en conscience et donc en communauté, peut finalement nous permettre de retrouver ce que nous n'avons pas depuis fort longtemps, qui est ce sens commun. C'est-à-dire ce qui nous lie et non pas ce qui nous éclate, ce qui nous atomise. Car c'est bien de cela dont on souffre, c'est-à-dire cette dispersion, cette atomisation. Comment retrouver ce sens commun ? Cela dit, à la Bastille, à la République, pardon, la grande pancarte, une des rares, parce qu'évidemment on était tous, enfin tous ceux qui se trouvaient là étaient un petit peu dans la difficulté de mettre des mots sur la chose, des mots qui ne seraient pas récupérés ensuite par ceux dont on ne voudrait pas qu'ils les récupèrent. La grande pancarte qu'il y avait, c'était Not Afraid. Donc je pense quand même que c'est le rejet de la peur, c'est le fait de répondre à ceux qui veulent insinuer la peur dans chacun de nos réflexes mentaux et même parfois physiques. C'est le rejet de la peur qui peut faire communauté, en tout cas d'une peur que nous n'aurions pas d'une certaine manière choisie, qui nous serait imposée par un ennemi qui, précisément, veut instaurer quand même un régime de pensée, encore une fois, dans lequel les individus seraient niés dans leur autonomie. Et là, c'est tout de même pas dans les moments de pétrification que l'autonomie ou la liberté s'exprime le plus aisément. Alors, qui n'ont pas encore parlé, Kautar Archi et Éric Dupond-Moretti. D'abord, une toute petite parenthèse pour compléter peut-être ce que vous avez dit très opportunément. L'Union nationale, c'est pour moi une formidable réponse à tous ces Cassandres qui nous ont annoncé le déclin de la France, la guerre civile à venir. Vous savez, ceux qui se sont interdits une promotion qui était déjà bien engagée, les Zemmour, Houellebecq et toute la clique. Ce que nous sommes en train de vivre là est une réponse cinglante
à leurs assertions. Je ferme cette parenthèse, on y reviendra peut-être. Comment ne pas avoir peur? Il y a ce que nous avons vu. Et il y a ce qu'hélas nous pressentons, c'est-à-dire des attentats peut-être à venir et ceux dont on nous a dit qu'ils avaient été déjoués. Il y a une menace, avec un ennemi finalement invisible, qui peut se loger dans le Cantal, à Bobigny, à Paris, à Marseille. Difficile tout ça. La question c'est qu'est-ce qu'on fait de cette peur? Si elle est le moteur d'une prévention, d'une attention particulière des services de police qui ont en charge notre sécurité, c'est une peur positive d'une certaine façon. Si elle est une peur qui fige, pétrifiante, comme vous le disiez tout à l'heure, qui nous interdit au fond de quoi? De rire des religions. Penser. Bien sûr. D'être français, au fond. D'avoir cet esprit qu'on nous envie un peu partout dans le monde. Cet esprit frondeur, insolent, sont des êtres de liberté qui sont morts. Si cette peur-là nous interdit cela, si l'on est dans la réflexion permanente, la retenue permanente, si on ne peut plus déconner, voilà, ça c'est totalement interdit, naturellement. Donc, je vois sur les réseaux sociaux, par exemple, des gens qui se prétendent Charlie et qui sont pour le rétablissement de la peine de mort. Enfin, Chab, Tignous et tous ces gens, ils se retournent dans leur tombe qu'ils n'ont pas encore s'ils voient ça. Faut être sérieux. C'est le contraire de ça. Ces extrémismes qui sont en train de naître un peu partout et la tentation sécuritaire, évidemment, d'un point de vue législatif. La dernière loi, et puis je m'arrête pour le moment, la dernière loi sur le terrorisme, elle date de novembre 2013. Alors on peut réenvisager un tas d'aménagements, un tas de choses, d'autres armes, etc. Il faut entendre aussi les services de police, bien sûr. Mais il faut se méfier de la tentation sécuritaire. Kauthar Archi ? Oui, je crois qu'il y a plusieurs choses à distinguer. Je pense que c'est légitime d'avoir peur au vu de toutes les images qu'on a vues, au vu de ce que certains de nos amis ont vécu, au vu de ce qui est susceptible de se passer dans les jours qui viennent. Je pense que cette peur-là, il faut l'accueillir. Il ne faut pas la lutter, il ne faut pas lutter contre elle, il ne faut pas la nier, il ne faut pas considérer qu'elle est une faiblesse. Elle est effectivement ce qui est d'une certaine manière inhérent à la condition humaine. Je crains évidemment que la peur des citoyens français soit récupérée par certains partis politiques, ce qui permettra de légitimer un appareil législatif encore plus sécuritaire. Ce qui est problématique dans la mesure où l'ambition de sécurité est contradictoire avec l'ambition de liberté. Il faudra bien, d'une manière ou d'une autre, faire un choix par rapport à cette question-là. Le sentiment aussi très profond que j'ai, c'est que dans ce que nous avons vu, dans ce que nous avons entendu ces derniers jours, mais aussi durant les dernières années, ces gens-là, qu'on va désigner ici très rapidement en les nommant par ils ou par les terroristes, sont des gens qui sont en colère. Ils sont en colère contre nous, ils sont en colère contre eux-mêmes, contre beaucoup de choses. Et je crois que c'est important de dire à partir de là que nous ne pouvons pas, nous figer dans la peur de la même manière que eux se sont figés dans la colère. La peur, c'est quelque chose qui, pour moi, relève du mental, en fait. Pour moi, la source de la peur, c'est quelque chose de cérébral, c'est-à-dire le moment où on sort de chez soi, où on s'apprête à prendre le métro et où rationnellement, on n'est pas capable, mentalement, de se dire est-ce que c'est une bonne action maintenant pour ma vie, pour la vie des autres, de prendre ou pas le métro. Donc je crois que c'est important aussi à un moment donné d'avoir confiance en soi. Et la confiance, c'est une sorte de relais salutaire de la peur. Avoir confiance en soi, en tant qu'individu libre et intelligent, avoir confiance en les autres, dans l'amour qu'ils nous portent, et avoir conscience aussi en ce qui nous fonde, c'est-à-dire avoir confiance en nos valeurs, la valeur de liberté, la valeur de l'esprit critique, qui était défendu par Charlie Hebdo. Donc je crois qu'il faut simplement accorder à chaque chose son temps. On a tous été, et on est tous encore dans le temps de l'émotion, ça se ressent peut-être dans ma voix d'ailleurs, mais je crois qu'un autre temps va survenir, qui ne sera plus le temps de la terreur, plus le temps de la peur, plus le temps des terroristes, mais notre temps à nous. Et c'est important de l'investir pleinement.